C'est notre corps à corps. Corps à corps. Corps à corps. Et oui, je vous le disais, il y a du nouveau donc sur cette scène de conflit israélo-palestinienne. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous on avait déjà fait des émissions d'ailleurs avec nos deux invités ici présents. L'Afrique du Sud avait saisi fin janvier la Cour internationale de justice pour violation présumée de la Convention sur les génocides de 1948. À ce moment-là, la Cour des Nations Unies, dans l'attente de pouvoir trancher sur l'existence réelle d'un génocide, avait demandé à Israël de, je cite, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir tout acte de génocide, ce qui n'a pas forcément été suivi des faits. Et puis surtout, alors, lundi dernier, donc lundi 25 mars, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté sa première résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat pendant la durée du Ramadan et la libération de tous les otages retenus à Gaza. Les États-Unis, qui avaient toujours mis leur veto à de précédents textes de résolution de ce type, des cessez-le-feu, se sont cette fois-ci abstenus. Et c'est ça qui a permis l'adoption par 14 voix de cette résolution. Je vous propose qu'on regarde rapidement les images de ce vote, justement, aux Nations Unies. Draft resolution contained in document S/2024/254. Please raise their hand. Those against? Abstention. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. Alors, vous voyez les applaudissements qui ne sont pas non plus de coutume aux Nations Unies, donc c'est intéressant. Les Américains qui se sont abstenus, vous voyez la tête, on va dire, sévère aussi de cette représentante des États-Unis lors de son lever de main. Parce que certes, elle savait que derrière, crise diplomatique oblige, crise de lèse-majesté. Immédiatement après l'adoption de la résolution, Israël a annulé la visite d'une délégation qui était attendue à Washington, déclarant que l'abstention américaine nuisait à la fois à son effort de guerre et à ses efforts pour libérer les otages retenus à Gaza. Je cite Benjamin Netanyahou, il s'agit d'un net recul par rapport à la position constante des États-Unis au Conseil de sécurité depuis le début de la guerre. Voilà ce qu'il a déclaré dans un communiqué. Les Américains ont quand même un petit peu fait le dos rond par rapport à leurs alliés israéliens en expliquant qu'ils n'avaient pas infléchi leur politique, que de toute façon, Israël n'était pas lié par la résolution de l'ONU. Je vous propose d'écouter justement cette prise de parole qui essayait d'être diplomatique ici lors d'une conférence de presse devant la Maison-Blanche, du porte-parole de la Maison-Blanche. Écoutez ça. Non-binding resolution. So there's no impact at all on Israel and Israel's ability to continue to go after Hamas. Number two, as I said in my opening statement, it does not represent a change at all in our policy. It's very consistent with everything that we've been saying we want to get done here. Alors, je vous résume rapidement ce qu'il a dit. Indépendamment du vote de l'ONU, Israël peut continuer ce qu'ils font à Gaza. Il s'agit d'une résolution non contraignante, donc elle n'a aucun impact sur Israël, ni sur la capacité d'Israël à continuer d'attaquer le Hamas. Nous n'avons pas changé notre ligne par rapport à ce que nous avons fait. Voilà la traduction de ce porte-parole de la Maison-Blanche qui, finalement, on a l'impression, tente de rattraper par la main leur allié israélien, mais reste que le gouvernement Netanyahou est furieux. Et d'ailleurs a décidé de ne pas respecter ce cessez-le-feu puisque dès hier, Israël a bombardé Rafah, où se réfugient aujourd'hui près de 1,7 million de Palestiniens. Et dernière information, avant de donner la parole à nos deux invités pour raconter vraiment ce qui se joue là, parce que c'est très très important, le président colombien, lui, a tweeté d'ailleurs qu'il appelait toutes les nations du monde à rompre les relations avec Israël si un cessez-le-feu immédiat à Gaza n'était pas instauré. Voilà. Et puis on a même vu par exemple Donald Trump
qui est pourtant un allié connu de Benjamin Netanyahou, affirmait dans une interview à un média israélien qu'Israël devait en finir avec la guerre à Gaza, car il est en train de perdre beaucoup de soutien dans le monde. Il faut terminer la guerre, il faut en finir. Voilà ce qu'a dit Donald Trump. Voilà, donc vraiment des lignes qui bougent sur ce front, et c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on retrouve nos invités quand on reprend régulièrement pour cette série, entre guillemets, que l'on suit sur le conflit israélo-palestinien. Bonjour John Holland. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, universitaire, conseiller politique, chargé de conférences en philosophie, sciences politiques et histoire et membre fondateur de l'Institut Brennus. Et nous sommes avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin également, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et puis vous suivez beaucoup également à travers votre chaîne les affaires internationales. Alors peut-être reprenons, je vais peut-être commencer avec vous Régis, puisque on peut reprendre au moment du vote cette décision historique en tout cas des Américains de s'abstenir. Je pense que c'est une décision très calculée, parce que, bon, vous imaginez bien que les résolutions qui sont soumises au Conseil de sécurité sont examinées à la loupe. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que, bon, l'abstention, c'est-à-dire l'absence de veto dont disposent les États-Unis, qui a toujours tout bloqué à l'occasion de ce conflit, puis des conflits intérieurs aussi, est une chose extrêmement importante. Alors maintenant, la première question qui se pose, c'est quelle valeur juridique, quel intérêt, d'ailleurs, opérationnel, pratique, que de cette résolution. Alors, Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche, dit non, attendez, c'est pas obligatoire. Finalement, ça change rien, c'est assez curieux. Oui. Moi, je suis abonné au newsletter du Washington Post et du New York Times, qui sont quand même les représentants enfin les grands outils de communication de l'actuelle Maison-Blanche. Le New York Times fait une analyse que je considère que juridiquement fausse, en disant ça n'a rien d'obligatoire, et le Washington Post n'est pas sur cette ligne. Cette différence est assez intéressante. Alors, cette résolution, elle n'appelle pas, c'est ça qui est intéressant quand on la lit, elle n'appelle pas au cessez-le-feu, elle n'appelle pas à la reprise des livraisons humanitaires, à la libération des otages, elle exige, c'est très intéressant de voir qu'il y a ces termes, elle exige et elle demande, c'est-à-dire qu'il y a une force obligatoire. Le problème, c'est la sanction. Le problème, c'est la sanction. Si on ne la respecte pas, qu'est-ce qui se passe ? Donc, alors bon, ça peut avoir des conséquences ensuite juridictionnelles, mais tout ça est très long et sans rapport avec le conflit tel qu'il se déroule aujourd'hui. Donc, c'est la vraie question. C'est un changement, qu'on le veuille ou non. Et puis alors, la déclaration de Trump, de ce point de vue, qui a toujours été un soutien total d'Israël, est assez significative aussi. C'est une évolution. C'est une évolution. Alors, je pense qu'elle a une origine assez simple, en fait. C'est qu'il y a l'élection présidentielle américaine et que la jeunesse est en grande partie, les études le montrent, en grande partie très opposée au soutien à Israël. Donc, voilà. Alors, on parlera probablement des conséquences pratiques, juridiques, mais voilà, c'est un acte politique, c'est un acte juridique qui a une certaine valeur, et c'est le reflet d'abord des difficultés de la présidence américaine, et c'est le reflet de l'évolution du rapport de force mondiale. Trump dit souvent des choses extrêmement frappées au coin du bon sens sur certains aspects. Il dit, écoutez, vous êtes en train de perdre des alliés, de perdre des soutiens, votre image se dégrade, c'est pas exactement ce qu'il a dit. J'ai vu les déclarations d'un ancien militaire israélien qui dit la perte de nos soutiens, la perte de notre image est vertigineuse. Et c'est exact. Je pense que d'ailleurs, ça va laisser des traces irréversibles. Évidemment. Alors ça, il y a deux sujets dans le sujet, évidemment. Il y a directement cette résolution. Vous avez commencé avec votre casquette d'avocat à parler de cette résolution contraignante, non contraignante. Ça, c'est effet direct, finalement. Est-ce que ça va pouvoir changer les choses directement pour cette population à Gaza ? Donc, première question de John Holland. Et puis, deuxième, évidemment, c'est ce jeu d'alliance.
Israël perd beaucoup de soutien, dit Donald Trump. Là, on va voir si elle ne respecte pas non plus ce cessez-le-feu. Eh bien, peut-être que juridiquement, il n'y a pas de contrainte, mais en tout cas, diplomatiquement, ça va jouer énormément. Et en tout cas, on sent que les langues se délient d'une certaine façon. Une fois que les Américains, l'ouverture de cette abstention américaine, c'est comme la possibilité ouverte à d'autres d'avoir le droit de critiquer la politique israélienne. C'est aussi ça qui se passe. John Leland. Absolument, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Régis de Castelnau, tant sur le contenu juridique que sur la portée politique de cet événement. Vous nous avez fait écouter à l'instant les déclarations de John Kirby. Je pense que ces déclarations sont le signe du délitement et de la dégénérescence totale de l'hégémonie américaine dans le monde. Pourquoi ? Parce que Kirby, comme d'ailleurs l'administration américaine en général, est dans l'incohérence la plus totale. Juste avant de dire que la résolution n'était pas contraignante, alors qu'elle exige effectivement, comme vient de nous le dire Régis de Castelnau, juste avant de dire qu'elle n'était pas contraignante, il a dit « c'est nous qui décidons de notre politique ». Il répondait avec cette déclaration à ce qu'aurait affirmé Benjamin Netanyahu. Mais la jonction de ces deux phrases, c'est nous qui décidons et la résolution n'est pas contraignante, revient à dire c'est nous qui faisons les règles. C'est nous qui décidons si oui ou non la résolution est contraignante. Alors, pourquoi je dis que cela implique la dégénérescence de l'hégémonie américaine ? Parce que la quasi-totalité de la politique étrangère américaine, et notamment la guerre par interposition en Ukraine, est basée sur la notion que les États-Unis et leurs alliés otaniens sont les défenseurs et les garants du système international basé sur les règles. Or, si c'est à l'administration américaine de décider quelles sont les règles et de balayer du revers de la main une résolution de l'ONU qui exige et qui demande, eh bien, tout le monde, qu'il soit juriste ou non, voit bien que c'est de la pure hypocrisie. Et c'est cette incohérence, cette tentative, lamentable d'ailleurs, de faire la quadrature du cercle, de s'abstenir, donc de permettre, puisqu'ils ont le veto, la votation de cette résolution d'un côté, et puis ensuite de dire aux Israéliens que rien n'a changé. Ils sont dans la plus parfaite incohérence, et par conséquent, ils ne convainquent personne. Ils ne convainquent personne, mais est-ce que vous ne croyez pas là que c'est plus du cynisme vis-à-vis des Israéliens que vis-à-vis du reste du monde, de dire non, mais vous inquiétez pas, rien n'a changé, etc. Même si évidemment personne n'est dupe. Plutôt, mais en même temps, le résultat c'est quand même ce vote. Et c'est peut-être ça qui est le plus important, non ? Vous pensez que... Alors, il est difficile de dire s'ils lâchent les Israéliens ou le reste du monde. Oui, oui c'est ça, c'était ça ma question. Voilà. Est-ce que moi j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus là par leur vote qui est historique, en train de lâcher les Israéliens, et après ils disent non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on n'a pas changé. Oui, mais ça ne convainc personne. Avec et vous savez, en politique, le... on peut avoir autant de forces militaires que l'on veut, mais il faut aussi avoir une certaine cohérence, une certaine dignité morale quand même. Et je crois beaucoup d'ailleurs au rôle du symbolisme en politique. Nous sommes tous les observateurs d'une Amérique avec un président sénile, avec des ponts qui s'écroulent. On peut faire la comparaison, elle n'est pas trop posée, je crois, entre une Union soviétique avec Tchernobyl et Brejnev. C'est un fin de règne et personne n'est dupe. Personne n'est dupe et essayer de dire aux Israéliens que rien n'a changé alors que tout a changé. Ils font des vétos, ils opposent des vétos depuis 80 ans. Aux résolutions qui condamnent Israël, n'est-ce pas ? Personne n'est dupe. Oui, c'est vraiment historique, hein, c'est pour ça que c'est... Oui. Là, on est totalement. vraiment dans une abstention totalement, qui mais change. c'est une politique d'une administration, et elle n'est pas la seule, puisque les gouvernements européens font la même chose, qui naviguent à vue, qui disent une chose aujourd'hui et le contraire demain. Oui, donc vous êtes... parce que moi, j'ai quand même l'impression que justement ce vote qui est historique, et comme vous le dites, ça fait plus de 80 ans qu'il n'y a pas eu ce genre de décision et de vote. Vous dites malgré tout, le fait que le porte-parole rééquilibre derrière en disant non, mais ça ne vous lie pas de manière juridique, de manière contraignante, finalement, c'est un point partout. On pourrait croire aussi que vraiment cette résolution est historique, et donc là les Américains ont changé pas de bord mais de cap.
Oui, mais il est trop tard. Ils Mm. essayent de verrouiller la porte de l'écurie alors que les chevaux sont déjà partis. Oui, C'est-à-dire que, je veux dire par là que l'Arabie Saoudite, déjà au début de cette année, a rejoint BRICS. mm. C'est la Chine qui parraine la réconciliation en 2023 entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le monde a déjà changé. La totalité du monde musulman, évidemment, est outragée par ce qui se passe à Gaza. Et les Américains essayent, mais il est trop tard. Oui. Voilà, de rattraper, de sauver la mise. D'accord. Régis de Castelnau. Alors, je partage cette analyse déjà depuis un moment. Je l'avais écrit juste après le début de l'intervention russe en Ukraine. C'est que Oui. c'est l'étincelle qui a mis le feu à la plaine et qui fait apparaître le géant américain dans la réalité de sa crise Oui. et tout l'Occident. Alors, moi, première observation que je veux ajouter sur le plan juridique, les déclarations de Kirby, c'est bien joli, mais le problème, c'est que cette résolution, elle est désormais dans l'ordre juridique international. Ah oui, c'est pour ça Voilà. qu'il me semble Oui, que oui. c'est important. C'est pas, Kirby peut dire bon, mais ne vous inquiétez pas, c'est nous qui faisons les règles, comme vous le dites. Ouh là là, l'ordre international selon les règles. Le problème, c'est que le droit international existe toujours. Il y a des institutions qui fonctionnent, et donc aujourd'hui, cette résolution, elle est dans l'ordre juridique et du fait de sa rédaction, elle est applicable. Donc ça, c'est tout à fait incontestable. Moi, ce que je note, et je reviens chez nous, Clémence, ce que je note, c'est que la France a voté cette Oui, résolution. oui, oui, oui. Et qu'une fois que cette résolution est prise, tous les États sont priés de prendre des mesures pour la faire appliquer. C'est la Oui. moindre des choses. Et en particulier, des membres du Conseil de sécurité qui disposent du droit de veto à l'ONU. Donc moi, je m'intéresse à la France. Il y en a d'autres. Mais je m'intéresse à la France. sais où vous allez en Que va venir. faire la France Oui. pour l'application de cette résolution? Oui. Il y a des choses toutes simples que la France pourrait exiger. Je ne me fais hélas aucune illusion. Que la France pourrait exiger, c'est le rétablissement du libre passage des convois humanitaires. Mm. Les convois de l'organisme des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens sont toujours interdits de rentrer dans Gaza. On affame la population de Gaza. Ça, c'est absolument monstrueux. Bien sûr. Et l'ensemble de la planète est scandalisé par cet aspect des choses. Après, il y a la question des otages, et puis il y a la question du cessez-le-feu pendant le Ramadan, mais cette première donnée-là, hein, la France, qu'est-ce qu'elle va faire pour en exiger l'application? Hein, j'ai dit, la résolution, c'est exige, donc la France exige. Elle a voté, elle est pour. Hein, le demande, donc, que vont faire les pays? Ça me renvoie un peu à l'audience devant la Cour internationale de justice qui a dit qu'il existait un risque de génocide. Et donc, qui a fait état d'un certain nombre de choses. Et la Convention de 48 impose aux États d'intervenir pour empêcher que ce risque arrive. Ouais. Hein. Et nous n'avons rien fait. Tout à Et fait. ça continue. Ouais. Et donc, avec une impunité absolument totale, le régime Netanyahou poursuit son travail, qui est... bon, pour ce qui me concerne, moi, j'ai pris mes responsabilités. Je considère que les conditions, les critères juridiques des conventions de 48 sont réunis. Hein, déplacement de population. C'est l'articulation de plusieurs choses. C'est pas seulement tuer du monde, et Dieu sait s'ils en tuent beaucoup. C'est également des intentions établies. C'est également des actes spécifiques qui font que là, on est en présence d'un génocide. OK, la Cour de justice ne l'a pas encore fait, mais face à ça, les États doivent bouger. Or, les vassaux européens des États-Unis ne bougent pas. Moi, je suis français, j'interpelle mon gouvernement et j'aimerais bien que le monde politique se tourne vers l'État français en lui demandant qu'est-ce que vous allez faire pour faire respecter vos propres décisions. Oui. Cette décision, aujourd'hui, c'est la décision de la France. Alors, si on se tourne du côté de la France, on peut aussi interroger le fait que la France, si mes informations sont bonnes, continue de livrer des armes à Israël. Je lis 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs susceptibles donc d'être utilisés contre ces civils à Gaza. Donc ça, mais est-ce que ça rentre aussi, ou est-ce qu'on peut continuer d'avoir des partenariats de vente d'armes alors qu'on vient de signer ce genre de résolution? Une question. Deuxième, et avant de vous donner la parole, Jeanne Hollande, juste une remarque, enfin une information. Lundi également, c'était la remise du rapport par la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, qui est
qui est rapporteuse spéciale pour les territoires palestiniens et qui, elle, lundi, donc avant le vote, a rendu un nouveau rapport sur la situation à Gaza intitulé Anatomie d'un génocide. Alors pour elle, dans ce rapport, donc là elle va dans votre sens, Régis, il est dit qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis plusieurs actes de génocide dans le cadre de son offensive menée dans le territoire depuis octobre. La nature et l'ampleur écrasante de l'assaut israélien sur Gaza, les conditions de vie destructrices qu'il a sauvées, révèlent une intention de détruire physiquement les Palestiniens en tant que groupe. Et pour lister les actes qui pourraient correspondre à des actes de génocide, il y a 3 points: meurtre de membres de groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres de groupe et soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Voilà en gros le rapport qui a été remis. Alors, elle ne représente pas elle-même les Nations Unies ou un point de vue des Nations Unies, mais elle travaille pour les Nations Unies, voilà, précisé. Donc, en tout cas, ça va vraiment dans votre sens. John Holland. Alors, Régis de Castelnau vient de dire une chose très importante, à savoir que la Convention de 1948 impose aux États de tout faire pour empêcher un génocide. Je pense que cette clause-là explique la raison, explique cette évolution française et américaine. Parce que la France et le Royaume-Uni et les autres pays ne veulent pas être en infraction de cette clause-là du génocide. Ils ne sont pas eux-mêmes, bien sûr, ils ne participent pas, enfin, non pas directement en tout cas au génocide, mais ils ne font rien pour l'empêcher. Et donc, on peut comprendre aussi cette évolution au niveau du Conseil de sécurité par cela. Je n'ai rien à rajouter à l'analyse juridique de Régis de Castelnau, qui est absolument parfaite. Je voudrais revenir sur l'aspect du symbolisme. Assez souvent dans l'histoire, eh bien, les grands moments de l'histoire finissent comme ils commencent. La révolution russe a commencé avec l'effondrement de l'Empire russe et la conquête de territoires ukrainiens et autres. L'Union soviétique finit avec la même chose, l'indépendance de l'Ukraine, etc. Israël commence avec un génocide, avec le génocide des Juifs en Allemagne. Si 80 ans plus tard, Israël est lui-même coupable d'un génocide, eh bien, c'est la fin de la légitimité, bien évidemment, d'Israël, puisque sa légitimité repose sur le génocide, sur le fait qu'Israël est victime du génocide. Je dis des choses qui sont sûrement absolument évidentes à nos auditeurs, mais je pense que symboliquement, on ne peut pas exagérer la portée de cette question de génocide. Le génocide constitue, là je parle moralement et symboliquement, le socle de toute référence morale de notre temps. C'est la raison pour laquelle Hitler est évoqué toutes les 5 minutes, puisque nous ne pensons à autre chose que à cela. Et c'est la référence morale négative, évidemment, suprême de notre temps. Voilà pourquoi je répète. C'est très très intéressant et je vais compléter ce que vous disiez parce que tout à l'heure vous expliquiez que justement les Américains en gros avaient rappelé à travers la prise de parole du porte-parole que c'était eux qui détenaient les règles finalement, d'une certaine façon. Et là, avec ce qui se passe avec Israël, avec en tout cas la prise de position d'Israël depuis de longues années, on a l'impression que c'est eux qui détiennent la morale aussi. Donc finalement, ils détiennent et les règles, soi-disant, et la morale, soi-disant. Et donc là, on est dans un renversement de situation où finalement ces règles, on voit bien que peut-être que ceux qui les ont initiées, ces conventions internationales et tout, en tout cas ici, ne sont pas respectées par ces pays et la morale non plus. Mais toute la prétention américaine et occidentale à incarner un ordre juridique, un ordre international basé sur les règles est en réalité une position morale ou moralisatrice. Parce que les règles juridiques, nous les connaissons, elles sont dans la charte de l'ONU. Elles ne sont évidemment pas respectées par l'OTAN, qui attaque des pays quand elle veut. Nous venons de commémorer tristement le 25e anniversaire de l'attaque otanienne contre la Yougoslavie, le 25 mars 1999. Oui, c'est vrai. Une attaque parfaitement illégale du point de vue de la charte. Donc la prétention américaine à incarner cet ordre international basé sur les règles n'est autre chose qu'une position moralisatrice, mais bien évidemment vide de tout contenu, puisque cette position moralisatrice, nous la voyons bien, elle est totalement à géométrie variable. Alors évidemment, maintenant la question qui se pose, c'est aussi la résolution, on va dire, le plus vite possible de ce qui se passe à Gaza et pour les Palestiniens en général.
Ça, c'est une chose. La deuxième, eh bien, c'est comment vont maintenant, quel jeu, quelle tectonique des plaques au niveau des alliances. Vous commencez à dire peut-être que finalement les Américains courent après euh, un changement de paradigme, mais qu'il est déjà peut-être trop tard pour eux. Euh, que va-t-il se passer finalement si maintenant le monde entier a vu cette résolution, le monde entier voit qu'Israël ne respecte pas cette résolution, le monde entier entend les Américains dire bon, on s'est abstenu, mais finalement vous faites bien ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que ça va changer pour ce monde, pour ce reste du monde, hein, qui est bien plus important que ce qu'on a tendance à croire nous occidentaux, Régis? Alors, Jeanne Hollande dit une chose fondamentale. On se fait des compliments Oui, c'est ça. réciproques comme ça parce que, que je suis très content d'avoir entendu. Et c'est de nouveau le juriste qui parle. La légitimité d'Israël, il a raison. La légitimité, je parle bien de la légitimité historique, morale, c'est fondé sur l'Holocauste, c'est fondé sur la Shoah. Oui. Et alors que Israël est une création d'un mouvement politique qui est déjà séculaire. Ensuite, sur le plan des principes, on peut se poser des questions. On vient s'installer, on fait un État à un endroit où il y a déjà un peuple qui y vit depuis très longtemps, et probablement les descendants des Juifs d'il y a 2000 ans. Et donc, on les écarte. Hein, on leur prend leurs terres et on y met un État-nation territorial. Bon, on peut se poser beaucoup de questions. Il y a eu des tonnes de littérature là-dessus. Oui. Mais clairement, dans la pratique, dans la surtout que c'est réalité, intéressant, c'est au nom de la bonne morale quand même que ça a été fait. oui, non, alors je dirais que la légitimité, c'est-à-dire que l'acceptation et la volonté de trouver des solutions, la solution à deux États, elle repose, et je trouve ça juste, elle repose sur ce qui s'est passé. Je veux dire, l'arrivée des survivants, c'est bouleversant. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très fort. Le problème, c'est que c'est un petit peu, il y a une forme de pacte, je dirais, vis-à-vis de l'Europe. Le problème, c'est que cette légitimité qu'on a essayé d'entourer dans des règles juridiques, cette légitimité, elle est anéantie par ce que Israël a fait. Dès lors qu'on peut l'accuser de génocide, que certains, dont moi, disent que c'en est un, c'est cette légitimité qui est détruite. Et c'est terrible, c'est très lourd comme constat, c'est très très lourd. Les Israéliens qui ne sont pas les fous qui sont derrière Netanyahou, ceux qui considèrent que la Bible est un cadastre, etc., tous ceux qui sont des suprémacistes, enfin on entend des discours terrifiants d'un certain point de vue, terrifiants, et qui renvoient justement aux années sombres. Je suis désolé. Alors, faut pas faire ce parallèle. Moi, je le fais. Donc, quand on entend un certain nombre de choses, donc tous ceux les Israéliens, parce qu'il existe aujourd'hui un peuple israélien, c'est comme ça, il s'est constitué. Eh bien, ça doit pas être simple, parce que l'avenir est très, très sombre. Très, très sombre. Cette légitimité qui était reconnue internationalement, elle est aujourd'hui anéantie. Alors, reste la question juridique, et là-dessus, c'est brinque-ballant. Donc, je pense qu'il serait de la responsabilité des pays occidentaux, je parle bien sûr pas tellement des États-Unis qui sont engoncés dans une crise multiforme, dont je ne sais pas comment ils vont pouvoir en sortir, cette espèce d'empire romain devenu fou, mais il serait indispensable que l'Occident, les Européens, qui sont quand même, enfin, faut quand même pas oublier une chose, c'est que l'Holocauste, c'est l'Europe. Oui. C'est l'Allemagne, c'est un des pays les plus civilisés de cette Europe. Alors aujourd'hui, on entend M. Zemmour, la merveilleuse civilisation judéo-chrétienne occidentale. Oui, elle a fait des choses, des réalisations magnifiques, mais elle a fait des horreurs. Et cette horreur-là, c'est elle. C'est de chez elle que c'est venu. Donc, il serait souhaitable que la situation dans laquelle elle est, et qui résulte aussi du fait qu'on a laissé Israël faire n'importe quoi, il faut maintenant se pencher très sérieusement sur le problème pour essayer de le régler, parce que moi, je suis très pessimiste sur l'avenir d'Israël. Là, je trouve que ça renvoie un peu, alors c'est une référence historique qui est peut-être pas valable, mais c'est le fameux siège de Masada, qui est une légende, je suppose, où les Juifs étaient enfermés contre les Romains qui ont assiégé le fort où ils étaient et qui ont fini par tous se suicider. Je ne dis pas que les Israéliens sont tous en train de se suicider, mais Netanyahou en particulier, ceux qui le soutiennent, sont en train de porter des coups sérieux
à l'État d'Israël et à son futur. Oui, et précisons-le, Oui. vous l'avez fait, beaucoup d'Israéliens ne sont pas du tout alignés sur la politique de Benjamin Netanyahou, et je pense de moins en moins d'ailleurs. Alors, je reviens quand même à ma question. Quelles conséquences pour l'échiquier international, John Holland? Je pense que Régis de Castelnau dit qu'il serait souhaitable que ceci et cela, que l'Europe fasse ceci et cela. À mon avis, encore une fois, il est trop tard tant pour l'Europe que pour les États-Unis. Quand Ursula von der Leyen s'est rendue à Tel Aviv ou à Jérusalem le 13 octobre 2023, elle a donné un soutien inconditionnel Oui. à Israël, alors que le président qui l'a reçu avait la veille déclaré que toute une nation était responsable, que les Palestiniens comme nation sont responsables des attentats Mais nous de aussi, on Hamas. avait donné un soutien inconditionnel au départ. Nous En aussi. France, nous, Français. Oui. Oui, non, mais je veux dire l'Europe collectivement Mm. et sans doute aussi les États. Absolument. Alors, ils essayent maintenant de faire marche arrière, mais je pense qu'il est trop tard. Je ne vois pas, quitte à arrêter les livraisons d'armes, quitte à même Mais imposer trop des tard dans quel sanctions. sens? Qu'est-ce qui peut se passer? Et qu'est-ce que ça peut changer dans les alliances? Enfin, évidemment, on voit déjà l'émergence des BRICS. Ceux-ci ont déjà compris qu'il fallait, entre guillemets, s'organiser autrement qu'avec les Américains, les Occidentaux en général. Mais jusqu'où ça peut aller dans cette réorganisation du monde? Je pense que nous sommes face à un avenir plus qu'incertain. Si je prononce le mot incertain, c'est un euphémisme. Tout peut arriver. Le monde est profondément instable. Toutes les semaines, Vladimir Poutine menace d'avoir recours à l'arme nucléaire. Toutes les semaines, il y a une escalade côté occidental. Et se rajoute à tout cela ce drame terrible israélien ou palestinien. Je serais bien téméraire de vous dire quel peut en être le résultat. Je pense que l'Occident est en phase terminale absolue, mais je ne peux pas vous dire comment cela va évoluer. Je suppose que les Israéliens vont continuer à faire leur génocide. Je pense qu'ils ont décidé, le régime israélien a décidé qu'il n'y a pas d'autre solution. On l'entend dans la bouche de ses dirigeants, on l'entend aussi dans la bouche de plusieurs soldats israéliens. Comme vient de le rappeler d'ailleurs Régis de Castelnau, il y a effectivement cette idée que la Bible leur donne droit à toute la Palestine. Je pense que c'est la montée aux extrêmes, que l'avenir est extrêmement sombre. Mais je ne pourrais pas vous dire comment demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 6 mois. Pour utiliser un terme à la mode, ce terme de résilience, mais je pense qu'il n'est pas bon, sans aller jusqu'aux extrêmes, justement, jusqu'au pire qui puisse arriver, j'imagine que vous parlez d'une guerre, d'une guerre mondiale. On a entendu par exemple Gustavo Petro, que je citais tout à l'heure, président colombien, appeler toutes les nations du monde à rompre les relations avec Israël. Et on voit bien que c'est plus ou moins ce qui se passe avec les BRICS, les pays du Sud, finalement, instaurer, se réorganiser économiquement, finalement, revivre leur propre organisation et puis mettre de côté. C'est là où je parle de résilience, parce qu'il pourrait y avoir plus que ça, mais le plus possible, mettre de côté finalement l'Occident, l'ignorer et s'organiser autrement. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut se passer? C'est très certainement, je pense, dans la volonté de plusieurs pays. Ils seraient très heureux de le faire. Mais bien évidemment, il y a une inertie, comme vous dites, résilience. Il y a le dollar, il y a la domination militaire américaine. Mais vous disiez que le pire serait une guerre mondiale. Mais nous sommes dans une guerre mondiale. C'est quoi une guerre mondiale? Une guerre mondiale, c'est une guerre où il y a plusieurs fronts à la fois. Il y a un front en Syrie, il y a un front en Israël, il y a un front en Ukraine, il y a un front en Irak et au Yémen. Il y a des fronts partout, avec toujours les Américains derrière, systématiquement. Il est vrai que les opposants sont différents selon la région, mais la guerre, elle est déjà mondiale. Alors, nous espérons bien sûr qu'elle n'ira pas jusqu'à une guerre nucléaire, mais elle est déjà mondiale. Oui, c'est vrai, on a tendance à l'oublier comme c'est vrai qu'on a tendance, moi je suis entièrement d'accord avec cette analyse, je pourrais même essayer de dater le moment. On va vous organiser un petit dîner tous les deux, parce avec plaisir. Le déclenchement de cette guerre mondiale, je verrai la Syrie, moi, quand les Russes ont dit écoutez, après la Libye, vous nous avez c'est terminé, il n'y aura plus de régime change et on s'y opposera. Moyennant quoi, ils ont eu le régime change de Maïdan derrière. Mais bon, toujours est-il que
Oui, effectivement, vous avez raison, Clémence. Moi, je le sens comme une sécession. Mmh. C'est-à-dire que le Sud global, hein, c'est un terme commode, ça ne rend pas compte de la Oui, oui. totalité de la réalité, mais est en train de faire sécession. Vous ne nous intéressez plus, hein. Alors le problème, c'est que cet empire, il a des soubresauts, que c'est quelque chose d'assez difficile. Bon, faut pas imaginer la guerre mondiale, elle est en cours, elle n'est, mais on a tellement la peur de l'holocauste nucléaire, de la destruction mutuellement assumée, qu'on ne la voit que comme ça. Non, elle est commencée. Elle est commencée. Et ce que fait Vladimir Poutine, qui considère que ce que les États-Unis ont fait en Europe avec l'élargissement de l'OTAN, ce qu'ils ont fait avec les bases, ce qu'ils ont fait avec la manipulation et la prise de contrôle de l'Ukraine, sont des actes d'agression existentiels pour ce qui les concerne. Et chaque fois que Vladimir Poutine fait référence aux armes nucléaires, il rappelle deux choses. Il dit d'abord, on a notre doctrine qui est jamais la première frappe, mais si nos intérêts existentiels sont mis en cause, on peut s'en servir. Deuxièmement, on vous est supérieur dans ce domaine. Oui. On vous est supérieur, on a l'hypersonique, etc. C'est-à-dire que on peut pas. La première frappe qui ne permettrait d'annihiler l'adversaire, ça n'existerait pas. Il y a de tels arsenaux dans le monde entier, mais incontestablement, le, le, l'attitude de l'Occident, cette dérive, disons les choses comme elles sont, est génératrice de beaucoup, beaucoup de risques. On peut se demander, regardez ce qui s'est passé à Moscou, cet attentat. Oui. Tout le monde s'interroge, alors EI, pas EI, Ukraine, etc., mais tout le monde s'interroge sur qui sont les vrais responsables et les vrais commanditaires. Bon, oui. ben oui, ben oui, parce que ça fait partie de ça. Et moi, j'ai un peu le sentiment que ça montre que cet Occident en crise, il n'est pas si homogène que ça. Il n'est pas si homogène que ça. Je me pose la question concernant homogène au sens des décisions, Oui, au oui. sens des décisions. Hein, je ne sais pas qui, je vais dire, entre le Pentagone, entre la CIA, la NSA a décidé la destruction de Nord Stream 2, ça, à la Maison-Blanche, c'est clair. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi Mme Nuland a dit à Poutine, vous allez avoir de sacrées surprises. Elle a été débarquée après, et aujourd'hui, il faut qu'elle s'explique sur ce qu'elle a dit. Après Crocus, il faut qu'elle le dise. Et non, là, elle est aux abonnés absents. Ce sont pas des détails d'ailleurs, mais ce sont des points qui montrent le chaos quoi, du côté occidental. Oui. Oui, oui. Allez, un dernier mot, John. Oui, à chaos, oui. Pour conclure. Mais malheureusement aussi une très grande homogénéité. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark viennent de signer des pactes de sécurité avec l'Ukraine qui sont censés durer 10 ans. C'est-à-dire ils projettent déjà cette guerre jusqu'en 2034. Ouais. Je vous rappelle qu'elle a commencé en 2004 avec la Révolution Orange. C'est une guerre de 30 ans que nous On va en parler nous justement nous avec apprêtons. Jacques Hogarth. Voilà. Oui, mais attendez, je vous interromps une oui, seconde, je vous en prie. Le problème, c'est que ces fameux traités, c'est Macron qui a initié ça, ces fameux traités, ils sont contraires à la charte de l'Atlantique Nord qui a fondé l'OTAN. Ils sont contraires, juridiquement, ils sont contraires. Il y a d'ores et déjà un gros problème. Il y a d'ores et déjà un gros problème parce que si en parallèle de l'OTAN, on fait des espèces de systèmes comme ça, c'est pas la preuve qu'on est homogène. Hein. Enfin, moi, je prends les choses comme ça. Oui, après le problème c'est que malgré l'OTAN, on va dire, ils peuvent commencer à faire des actions, et puis le temps qu'on règle ça juridiquement en se disant que c'était contre les règles, ce sera peut-être déjà trop tard. Mais bon, en tout cas, de toute façon, comme on est déjà en guerre mondiale, comme vous l'avez dit, et en sécession, non, mais moi je privilégierais la solution de la sécession, si au moins les pays du reste du monde pouvaient seulement devenir aveugles sur une partie de la carte et de l'Occident qui visiblement lui-même s'aveugle tout seul, ce serait la meilleure solution pour nous tous. Merci beaucoup en tout cas à John Lalonde, Régis Castelnau, pour cet éclairage très très important sur ce vote de la résolution de l'ONU pour le cessez-le-feu à Gaza. Donc on l'a dit, un vote historique, et on va voir en tout cas jusqu'où ça peut nous mener. Mais c'était très important d'en parler. Merci beaucoup à vous deux. Et puis